je vais laisser 5 minutes par groupe pour partager de 1 à 3 éléments. Puis on va faire le tour comme ça, groupe par groupe. Alors, la consigne n'est pas très compliquée. Ce que je vais faire, c'est en mode volontaire, là, laisser un premier groupe partager là, les résultats de ces échanges. Et Annie, elle a mis dans le clavardage. On va prendre aussi un petit peu de notes, nous, en parallèle pour, comme je vous l'ai dit, essayer de documenter. C'est une première tentative de documenter les apprentissages collectifs, en fait, là, qui sont liés là, à notre expérience. Donc, Gisèle, je te laisse aller. Ah, merci, je vais commencer, ça va être fait. Je vais vous partager ce dont on a parlé. Nous, on était dans le groupe des projets multi et je ne sais plus quoi, sectoriels régionaux, et on a partagé nos forces interrégionales des ADN-CRC qui ont été facilitées par, de un, les obligations de travailler en chantier par le RADN en tout premier lieu, et en deuxième lieu aussi les demandes des directions régionales des MCC pour les 3R et les 3N. Donc, c'était plus facile versus les secteurs parce qu'on a eu des facilitations pour cibler nos objectifs à mutualiser. On avait des missions semblables et ciblées. Puis, on avait des lieux de concertation facilités par les rencontres nationales. Donc, ça a été des leviers efficaces. Puis ensuite, on a eu également, je pourrais relever le constat de l'amélioration d'une culture de la concertation au niveau du financement et de la mutualisation des projets communs similaires en culture numérique par des bailleurs de fonds, ou une volonté de se concerter entre nous, nous-mêmes, de s'auto-organiser sur cet enjeu de concertation-là pour mieux répertorier les priorités et les intérêts communs aux organismes et aux ADN dans le but de ne pas se piler ses orteils au niveau des projets. Voilà. Merci. Donc, oui, nous, je représente, donc je suis la porte-parole pour Nouvelle stratégie de développement et potentiel d'affaires. Alors, ce qui est ressorti en premier, c'est vraiment la relation au temps et à l'espace, si je peux le résumer de cette façon. C'était difficile de comprendre aussi des innovations en termes de stratégie de développement ou intelligence d'affaires étaient propulsées par ce contexte pandémique ou par la présence de l'ADN. Les deux phénomènes, les deux éléments s'imbriquent sûrement. De toute façon, le groupe reconnaît le rôle essentiel de l'ADN dans les virages numériques. Et d'ailleurs, par rapport au temps, a été mentionné le fait que, disons, la durée de permanence de l'ADN tel qu'entendu jusqu'à présent par le plan, en fait, va un peu à l'encontre du rythme organique de développement et de changement, en fait, en termes d'innovation et changement en termes de développement d'affaires et potentiel d'affaires. Mais là, grâce à Daisy, on a eu une précision sur cette première tranche, mais c'était quand même important de les mentionner parce que ce sont des processus, en fait, qui prennent du temps. Ensuite, la relation au territoire, on trouvait intéressant l'effet d'avoir des ADN aussi pour les territoires parce que ces ADN-là permettent une plus grande adaptabilité des modèles d'affaires aux réalités territoriales qui sont très différentes. Et puis, on voit aussi dans beaucoup de cas qu'il y a une collaboration aussi entre territoires. Donc, il y a la possibilité d'évoluer ensemble et d'échanger sur des nouvelles pratiques qui pourraient faire surface. Un autre élément important qui a été souligné, c'est vraiment le développement de l'intelligence d'affaires. En fait, cet accent de plus en plus fort sur la donnée, sur l'importance d'analyser les données, d'avoir des analyses fines des données qui, par exemple, dans le cas de la musique, encourager la commercialisation, augmenter la commercialisation de la musique, est quelque chose qui est ressorti avec force. Donc, la donnée aurait un rôle fondamental en termes d'intelligence d'affaires.
Et il va falloir insister puisque les grands défis qui se présentent à nous, c'est vraiment l'établissement de politiques de gouvernance des données. Donc, le travail n'est pas fini, il va falloir continuer à plancher là-dessus. Pour ce qui est de la collaboration entre les secteurs, ce serait à encourager, et c'est important, selon certains, de cibler plus précisément avec quels ADN on veut, entre quels ADN on veut travailler pour l'avancement du secteur. Donc, ne pas avoir la prétention d'être en contact avec tous les réseaux ADN, mais de cibler intelligemment, en fait, nos collaborateurs sans tomber dans une logique de silo. Et voilà, l'autre aspect qui est ressorti avec force, et ça c'est le dernier, c'est vraiment l'approche prototypale. Donc, assumer que l'ADN est en fait là pour tester, pour insuffler des changements dans une approche expérimentale et donc d'essais-erreurs. Mais dans ces débats-là qui a eu lieu, c'est de voir aussi comment répondre à des questions assez urgentes dans différents milieux. On a pris l'exemple des droits d'auteur, la sphère juridique du droit d'auteur qui s'imbrique avec les modèles d'affaires. Donc oui, on peut tester, mais entre-temps, il y a des pratiques qui s'installent et qui peut-être pourraient être meilleures ou servir d'une meilleure manière les artistes dans notre cas. Et donc, c'est aussi les risques de créer des précédents. Donc oui, assumer qu'on est dans une démarche prototypale, mais ne pas créer des précédents qui donnerait lieu à des inéquités, des inégalités plutôt. Donc, nous, c'était sur la gestion de changement et la culture organisationnelle. Puis, dans le fond, il y a eu plusieurs thèmes là, abordés, puis il y en a 3 qui étaient des thèmes récurrents. La première, c'est la pandémie qui a forcé le changement. Ça a eu l'avantage que justement, on avait des raisons claires pour mobiliser les gens, mais ça a fait une vitesse de changement qui a été très rapide. Puis c'était aussi beaucoup plus difficile de planifier le changement, étant donné que c'était prévisible, la pandémie. Le deuxième aspect, c'était les profils hétérogènes des membres des organismes qui rend très difficile l'action des transformations. Dans le fond, on part avec des gens qui ont des niveaux, des gens ou des organisations qui ont des niveaux de facilité avec le numérique très différents. Il y en a qui ont même des compréhensions de c'est quoi une transformation numérique qui est différente. Des fois, ils pensent que c'est juste techno, mais ce n'est pas juste techno. Il y a la perception aussi différente d'utilité versus l'engouement. Il y en a qui questionnent, ouais, mais pourquoi je ferais ça? Tandis qu'il y en a d'autres qui veulent embarquer et qui veulent aller, il faut quasiment que tu freines. Sinon, il y avait aussi des différences de ressources. Il y en a qui ont des gens à l'interne avec des qualifications, des compétences qui peuvent faire avancer les choses ou pas, ou des ressources financières qui sont disponibles ou pas. Donc, pour faire le changement. Puis, la dernière chose qu'on a notée, ça, c'était plus au niveau des nœuds, là, mais une dernière chose qui est notée, qui est venue récurrent, c'est les bons coups, les choses qui ont bien marché. Puis, ce que j'ai noté, c'est créer des espaces de discussion pour parler du changement, puis parler de comment on vit le changement, prendre le temps, puis se laisser le temps. Donc, un changement, ça prend du temps, tout ça. Investir l'énergie requise pour le changement, de ne pas faire tout dépendre de l'ADN, aussi d'impliquer l'organisation, les directions, etc. Donc, de décentraliser le changement là, par rapport à l'ADN, de le lier, si possible, à la planification stratégique ou à partir d'un besoin. Donc, que la transformation, si jamais on la lie à un objectif stratégique ou à un besoin clair, bien que ça a plus de chances d'être un changement réussi. Donc, c'est pas mal ça qui était notre constat. Merci beaucoup, Alain. J'aime beaucoup cette notion, cette idée des bons coups. C'est vrai que, il y a des nœuds, mais il y a aussi qu'est-ce qui a bien marché par rapport à chaque axe là, qui a été tenté dans les organisations. Fait que c'est bien d'entendre ça aussi. C'est le fun. Guillaume, je vois que tu as la main levée. Est-ce que c'est pour nous partager les échanges de ton groupe? Exactement. Okay. Oui. Je vais la baisser. Alors, nous, je représente le groupe qui était en discussion autour du rapport aux membres. Puis nous, ce qui est c'est surtout un constat qu'on a fait où on a remarqué qu'on s'est retrouvé en tant qu'ADN plus souvent qu'autrement dans une communication un peu unidirectionnelle avec nos membres. Puis bon, la pandémie a joué beaucoup là-dedans, mais il y avait aussi des enjeux territoriaux, la dispersion des membres sur le territoire avec
chacun leurs enjeux, là, comme il a été un peu évoqué dans la gestion du changement là, il y a quelques secondes. Fait que nous, ce qui est ressorti par rapport à ça, c'est d'essayer de créer des espaces de discussion pour qu'il y ait comme les besoins des membres émergent d'eux-mêmes. Fait que soit de passer par des comités, mais vraiment que ça soit plus la base qui amène les besoins plus que juste les ADN ou les organismes de regroupement qui poussent des contenus vers les membres. Fait que, peut-être changer la donne à ce niveau-là. Puis, peut-être c'est à ce moment-là que John, qui est mon helper dans cette tâche de vous présenter le fruit de nos discussions, pourrait venir comme compléter. John, au besoin, tu peux embarquer Oui, ben, dans l'arène. oui, c'était aussi le lien dans l'occupation de ce territoire-là, tu sais, Oui. de bien connaître, parce que, tu sais, on n'a plus accès à aller dans des vernissages, tout ça, avoir des liens qui ouvrent aux possibilités. Puis des liens des fois informels, c'est toujours dans OK, on a une formation, on a ça, mais essayer de vraiment bien connaître les membres pour leur offrir des services. Puis que ça devienne des vases communicants. Je pense, j'ai un exemple par rapport en formation. Des fois, on a des super bonnes idées de formation qu'on a déjà vues, mais lorsqu'on se penche sur l'identité du territoire, on se rend compte des fois que c'est peut-être pas celle-là qui servirait aux membres. Il y a cette idée-là de bien connaître les membres, mais aussi dans une perspective du micro et du macro. Le micro étant, par exemple, du service conseil individualisé et le macro pour l'ensemble des membres. Il y a une sorte de tension qui se passe en essayant soit d'aller rejoindre tout le monde ou de l'autre côté avec plein de services conseils aux membres. Donc, c'était pas mal ça. Bonjour tout le monde. Moi, c'était avec le groupe sur la littératie et les compétences numériques. On a eu à peine le temps de faire un tour de table, mais c'est par l'échange de questions et réponses qu'on a fait la fouille des enjeux, si je peux dire. Alors, grossièrement, ce qui ressort de nos discussions, c'est que il faut avoir dans les petits milieux, avec les petites équipes, des personnes bien motivées pour tenir le fort parce que, d'une certaine façon, on a plusieurs tâches à réaliser en même temps. Alors, sensibiliser nos membres de ces secteurs ou de ces territoires à l'importance de la transformation numérique, c'est toute une paire de manches. Et pour y arriver, il faut donc se les retrousser et se lever de bonne heure parce que c'est par la persévérance qu'on va y arriver, étant donné que ça prend du temps, comme on l'a mentionné précédemment. Et avec l'effort, avec la ténacité, on voit que des fois, des déblocages surviennent, mais ça peut arriver, par exemple, par le fait que l'intérêt pour les formations va devenir plus évident tout d'un coup, ou parce qu'on a du succès par des stratégies de communication, comme le fait d'avoir utilisé une stagiaire pour faire une mise à jour de liste de courriels pour rejoindre les gens directement plutôt que de manière impersonnelle. Et tout d'un coup, la réponse est plus efficace. Évidemment, le numérique, ça peut aussi prendre une échelle plus grande avec les conseils régionaux de la culture où il y a des collaborations entre les conseils régionaux et on a des stratégies qui misent sur la donnée. Et on a réussi à mettre en place des stratégies élaborées. Il faut voir évidemment les outils numériques comme des alliés, puis on voit l'effet que ça a de pouvoir installer des CRM où on va pouvoir gérer les inscriptions et les événements et voir le suivi des participations et ça motive les équipes de pouvoir bénéficier de ces données-là pour faire une stratégie. Alors, chacun n'est pas au même niveau de capacité à faire des transformations sur le terrain. Donc, certaines équipes se misent plus sur la transformation de l'organisation. Mais même là, même si on arrive à voir l'impact des outils numériques, ça se peut qu'il y arrive un retour à l'habitude de travailler chacun de son côté, alors qu'on pourrait collaborer peut-être davantage. Donc, il y a quand même un problème avec la culture de la collaboration qui n'est pas un réflexe automatique, mais il y a de l'intérêt, il y a de la motivation, même chez les membres dans ces petits milieux-là où les personnes n'ont pas seulement un haut niveau de littératie, mais elles ont de la curiosité
Cependant, c'est comment on peut communiquer la pertinence de se présenter à des formations. Parfois, les milieux sont peu enclins à répondre rapidement. Alors, il y a des questions qui se posent à ce niveau-là, comment faire passer le message que c'est important. Donc, on se pose la question parfois pourquoi il n'y a pas de réponse et sur l'impact de la multiplication, notamment des formations gratuites. On s'est posé la question à la fin là-dessus par rapport à des formations payantes. Certains milieux sont habitués à payer, alors ils vont être d'accord pour le faire, tandis que d'autres commencent à prendre le goût des formations gratuites. Est-ce qu'il y a un enjeu à ce niveau-là? Mais c'est un processus continu. Il y a de nombreux défis et enjeux. Et de manière similaire, la littératie numérique n'est pas complètement une création ex nihilo. Comme je disais au début, c'est lié à la littératie médiatique. Donc, d'une certaine façon, comprendre comment fonctionne l'univers des médias, c'est un peu la base de la littératie numérique. Et d'une certaine façon, c'est un peu aussi la question de savoir si on dédie des ressources à ça. Donc, la question de l'argent revient. Comment on fait pour payer un coordonnateur à la formation continue quand il n'y en a pas et comment cette personne a les moyens d'aller recruter des formateurs compétents et parfois des experts aussi pour que les formations soient plus pertinentes. Mais je voulais juste rajouter un petit point. C'est que les diagnostics sont très importants aussi pour voir l'effet. Donc, il faut toujours revalider l'impact des mécanismes qu'on met en place en faisant des évaluations, des sondages pour valider le processus qui continue plutôt que de discuter continuellement des options qu'on pourrait ajouter ou non à tel outil. Et on n'est plus dans la vérité, on est dans la fiction, semble-t-il. Donc, voilà, c'est important de faire des analyses réelles de nos progrès. Sinon, si vous avez des choses à dire, je n'ai pas pu lire tout ce que j'avais noté. J'étais un peu dans ma mémoire plus que dans les inscriptions. Les membres de mon équipe, je vous invite à compléter ce que j'ai dit. Donc, ça fait le tour, je pense. Est-ce qu'il y avait un autre groupe où on a fait le tour des 5 groupes? Je crois bien, oui. Alors, j'espère que ça a été constructif, intéressant pour vous. C'est sûr qu'on pourrait continuer d'avoir ces échanges-là, puis je pourrais ouvrir la salle maintenant de discussion largement pour qu'on continue. Puis bon, je suis certaine qu'on n'aurait pas beaucoup de silence, mais l'idée de cet atelier-là, c'était au moins de pouvoir activer, disons, un partage des apprentissages, puis que tout le monde soit un petit peu, là, si on veut, dans une même, ou en tout cas, arrive à une compréhension collective de c'est quoi là, les différents chantiers qui se sont placés dans les dernières années, puis qu'est-ce qui est ressorti de ces expériences-là.